So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Salut à tous, merci de nous rejoindre dans la Maison des Formidables avec aujourd'hui une formidable dessinatrice. Elle a un coup de crayon exceptionnel. Elle donne des cours sur la Côte Bleue. Elle revient du festival BD d'Angoulême, la Mecque pour les dessinateurs. Voici Laurence William. Bonjour Laurence. Comment ça va ? Ça va bien, des maths. Bonjour en breton. Ouais, ah bah oui, mais alors une Bretonne qui habite la Côte Bleue quand même. C'est ça, je suis une expatriée. Voilà, une expatriée, une adoptée. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin et c'est surtout parce que vous allez nous raconter un changement de vie assez exceptionnel qui passe de la défiscalisation à l'humanitaire pour terminer comme dessinatrice et prochainement dessinatrice de quoi ? D'une bande dessinée ? Alors, roman graphique pour le format. Ok, on en parlera tout à l'heure et on verra par quelles étapes vous êtes passée pour ce changement de vie épanouissant. Très épanouissant. J'ai l'impression. C'est une femme épanouie qui est avec nous. Laurence William. Ah oui, ça se voit. Et vous mettez la pêche à tout le monde. Regardez, Ambre Godet qui vous accompagne et Carole également. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Ambre, on va partir peut-être en Camargue, peut-être ailleurs Oui, dans la région. absolument, parce qu'en ce moment, c'est la période idéale pour aller voir le flamant rose. C'est pour ça que je me suis habillée Mais oui. en rose. Ah oui, voilà, en conséquence. Parfait. Petite danse nuptiale. Ah, peut-être, on n'en dit pas plus, mais moi, il va moi, falloir... j'en dis juste un petit peu plus parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. On va mettre des petits cours d'aérobic exceptionnellement Ouais. aujourd'hui. J'ai vu les répétitions, ça augure quelque chose de plutôt sympa. Laurence, est-ce que vous êtes gourmande ? Très. Plutôt salé, plutôt sucré ? Les deux. Les deux, mon capitaine, ça nous va. Donc, Carole ? aujourd'hui, en cuisine, on va cuisiner un dessert, mais très digeste, léger. Après un bon repas en famille ou entre amis, ça va être parfait. En plus, il est facile. C'est un carpaccio d'ananas. Eh bien, parfait. Voilà. À tout à l'heure pour se régaler. Laurence, on vous a demandé d'être là ce matin parce que vous avez un coup de crayon exceptionnel. Vous êtes bourré de talent et vous le découvrez peut-être un peu sur le tard, ce talent. On va voir, mais juste pour qu'on se rende compte, voilà quelques-uns de vos dessins. Alors, ce sont ce qu'on appelle des planches de travail. C'est quoi exactement ce qu'on voit là ? Alors, ce sont les croquis préparatoires. Effectivement, il y en a qui sont un peu plus finis dans les illustrations. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'études, d'anatomie, c'est beaucoup de recherches. Ce sont des références aussi avec des auteurs. Ouais. Et puis les influences, ça peut être tout. J'ai envie de dire en premier certainement la vie, ouais. Mais aussi le cinéma, la poésie, la littérature, la photo, les histoires qu'on me raconte, tout ce que j'ai vu, entendu. Ouais, alors voilà. Vous dessinez des visages, des personnages, ouais. Et puis de temps en temps, on tombe sur une planche un peu différente. Est-ce qu'on peut montrer celle-ci ? C'est quoi ça ? C'est un nu ? C'est un dessin érotique aussi Oui, ça fait partie des projets aussi. Il y a toute une histoire, on y reviendra après, mais de parler peut-être aussi de la sexualité féminine. Ouais. C'était l'occasion d'ailleurs à Angoulême, il y a plusieurs maisons d'édition qui sont un peu spécialisées là-dessus. Je ne sais pas si on peut citer des noms. Mais oui. Les éditions Tabou, par exemple, entre autres. Mais voilà, je suis une grande fan de Manara, je suis une grande fan de Crépax, je suis une grande fan... Alors je le cite absolument parce que... Alors nous on connaît pas... Enfin, personnellement, Crépax, Manara, ça me parle pas, mais ce sont des gens spécialisés dans... Ce sont des auteurs de BD. Alors Manara, c'est un très très grand auteur de BD qui est italien, qui doit avoir pas loin de 80 ans. Ah oui. Et qui a fait beaucoup de BD érotiques, en fait. C'est une autre époque, il faut le remettre dans le contexte aussi, mais c'est vraiment un type incroyable, fasciné aussi, hyper respectueux des femmes, ouais. Et voilà, qui met la femme à l'honneur via son corps, mais d'une manière vraiment, encore une fois, très très belle. Voilà. Alors, si je focalise sur l'érotisme, c'est juste pour une chose, c'est pour dire que votre parcours, il était loin d'être érotique au départ. Ouais. Hein, on était bien loin du dessin aussi, puisque vous êtes à la base, votre métier, c'est manager défiscaliste. Oui. Voilà. En gros, on comprend ce que ça veut dire. Vous faisiez faire en sorte de gagner un petit peu sur les impôts. Voilà, c'est ça. Il y a eu du management, il y a eu plein de métiers.
Ouais. Et puis finalement, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu la bulle immobilière, on est en 2008. Ouais. Et puis j'avais une formation initiale qui était économique et sociale. Donc je suis passée de l'économique un peu au social. Voilà. Ouais. Il y a une continuité. il y a D'accord. Alors, une harmonie. économique, c'était la défiscaliste. Et puis, social, parce que derrière, ça ne vous plaît pas trop, cette atmosphère en 2008, quand effectivement, il y a cette bulle qui crève. Vous dites, je vais me lancer dans l'humanitaire. Ouais. Vous changez vraiment votre fusil d'épaule. C'est ça. Et là, c'est à cette occasion que vous partez au Cameroun. Oui. Expliquez-nous ce qui va se passer là-bas pour vous. Alors, un grand choc, forcément. Une acculturation, c'est-à-dire comprendre comment ça se passe. On n'est plus chez nous, on observe les codes. Donc il faut faire très vite, entre guillemets, une petite analyse psychosociale, systémique, comment je dois faire, comment je dois me comporter, pourquoi je suis là. Parce que c'était dans le cadre d'un stage. Oui, et quelle était votre action là-bas Alors je travaillais dans une association en fait, qui luttait contre le paludisme et le VIH. Et j'ai fait aussi ce qu'on appelle de la prévention de rue auprès des jeunes femmes dans les quartiers pour le préservatif féminin. D'accord. Voilà. Donc, c'est un sujet qui vous passionne en tout cas. Oui. C'est un moment important dans votre vie parce que vous allez continuer comme ça pendant plusieurs années, 7, 8 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous en êtes sorti de cette période humanitaire? Alors c'est vrai qu'il y a eu Médecins du Monde, je tiens à les citer, à Marseille, qui font un travail incroyable. Et puis après, on dit à maman, donc on se dit on va partir un peu moins loin. Ouais. Vous avez fait un peu le tour de la planète avec vos différentes missions? Non, parce que j'ai pas eu trop l'occasion. Je devais repartir au Nord Kivu pour un poste, et puis le bébé est arrivé. Et d'ailleurs, j'embrasse mon fils, je peux pas. C'est un peu grâce à lui que vous êtes parti vers là. le dessin, alors si je comprends. Ouais, bien. mais aussi, c'est vrai. Ouais. Quand il est né, on a envie de décorer la chambre, on a envie de faire des trucs. Mais bon, on fait autre chose. Il y a le travail social, il y a eu ça. Formidable année, protection de l'enfance. Oui, parce qu'en revenant du Cameroun, vous allez devenir assistante sociale ici Alors, en France, éducatrice. l'équivalent. Ouais. Éducatrice, chef de service. Et puis plein de questions, plein d'interrogations. J'ai eu l'occasion de le faire, ça a été incroyable, ça nous fera un joli pont avec une psychologue qui s'appelle Marianne, elle se reconnaîtra, et des jeunes sur l'art-thérapie. Je travaillais avec des jeunes mineurs non accompagnés. Un dessin avant de partir, comment tu te vois, comment tu es maintenant, comment tu te projettes. Oui. Et puis tout ça, ça a commencé à se cuisiner un peu. À mûrir. À mûrir. Et puis, il y a un moment, la vie a fait que, on se pose des questions par rapport à sa vie, par rapport à sa santé. Et je suis partie vers le dessin. Et puis, il y a un tri au sens propre du terme. C'est-à-dire que quand vous dites « j'arrête l'humanitaire, je vais m'occuper de mon fils », vous retournez chez vous et là, vous tombez sur du matériel de dessin. Oui. Et là, vous avez un déclic. Vous dites « mais bon sang, mais j'adorais ça quand j'étais gamine ». C'est ça, il y a 3 ans. En fait, l'histoire, c'est que ma marraine est dessinatrice. Donc forcément, ça aide. Moi, je suis là, je suis une petite fille, j'ai 4 ans, et je me dis, waouh, on arrive à mettre la vraie vie sur une feuille de papier. Ouais. Bon, je suis tombée dans le chaudron, dans l'Obélix. Et vous y êtes revenu quelques années plus tard. C'est ça. Enfant, la BD vous inspirait? Vous aviez des héros Oui, alors papa m'a transmis Gaston Lagaffe, Obélix, il y a un peu les Tintins. C'est une autre époque, donc c'est Fluide glacial, l'écho des savanes. Oui, je suis élevée à des proches. On est moins politiquement correct que dans Tintin. Ouais. Oui, voilà, c'est une époque différente. Et c'est les années 70, donc c'est Métal Hurlant, les humanoïdes associés, c'est Gottlieb. Et puis je regarde le Club Dorothée, je ne peux pas ne pas citer Cabu, forcément, Wolinski. Et voilà quoi. Alors, vous m'avez cité parmi évidemment tous les héros qu'on a tous en tête, Astérix et Obélix. Ouais. Alors, on a retrouvé dans notre boîte à archives, parce qu'on a une boîte à archives où on va tout le temps fouiller, et là, c'est un document de 1966. On a Goscinny et Uderzo qui nous expliquent comment ils travaillent ensemble, et tous les personnages, hormis Astérix et Obélix, tous les personnages qu'ils ont créés ensemble. Papa, ça vous parle, vous, ou pas? Oui, l'Indien Papa, bah oui. Alors, regardez.
René Goscinny, Présent. Albert Uderzo, Présent. vous êtes l'un et l'autre les pères spirituels du Gaulois Astérix qui a eu cette semaine les honneurs de la télévision scolaire. René Goscinny, vous êtes l'auteur de quoi, vous? Moi, je suis l'auteur du texte d'Astérix. Je suis le scénariste d'Astérix le Gaulois. Par conséquent, comme dirait Monsieur de la Palisse, Albert Uderzo, vous êtes le dessinateur. C'est un peu jamais en musique. Comment est née cette collaboration? Notre collaboration a commencé il y a de cela 15 ans. Nous avons commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Je faisais des textes pour Uderzo, qu'Uderzo illustrait. Nous avons ainsi créé pas mal de personnages, notamment Papa le Peau Rouge, Pistolet, qui était un corsaire. C'était toujours des histoires humoristiques, jusqu'à arriver à Astérix. Et alors, comment est né Astérix? Goscinny s'est aperçu que le Gaulois n'avait jamais été adapté en bande dessinée. Voilà. Ouais. Il fallait y penser. C'est ça. Et juste, on n'avait jamais fait de nos Gaulois une bande dessinée et ça a fait le tour du monde. Est-ce que vous pensez qu'un succès planétaire, vous qui arrivez du festival d'Angoulême, qui est quand même la mecque de la BD, ça peut exister encore aujourd'hui une BD qui a un retentissement aussi international? Oui, moi j'y crois vraiment. Je crois que le dessin, comme n'importe quel art ou n'importe quelle personne, de toute façon, ça fait partie de notre humanité, c'est besoin de s'exprimer. Le dessin, c'est une forme d'expression. Il y en a évidemment, ouais. des millions et des millions. Ça appartient à chacun. Et vraiment, pour le coup, on est tous des artistes. Les enfants, naturellement, dessinent. Ils ne se posent pas la question. Ouais. Et puis, tout à l'heure, je racontais l'anecdote. Les premiers dessins, c'est un homme qui a mis de la peinture dans sa bouche. Il a mis sa main sur le mur, il a soufflé. Et puis, voilà, on a Lascaux. Alors, on va revenir, on va partir de Lascaux et on va revenir à votre personnalité inspirante dans le monde de la BD. Ouais. C'est Enki Bilal, ouais. Spécialisé dans la bande dessinée futuriste un petit peu. Futuriste, avec un message qui est très puissant. C'est toute son histoire aussi, puisque il est né en Yougoslavie, ouais. Un pays qui n'existe plus. Ouais. Et votre première rencontre, j'allais dire sans l'avoir vraiment rencontré physiquement, ouais. Et on va y revenir parce que vous l'avez vraiment rencontré après, c'est le dessin d'une femme, oui. Et une légende. C'est quoi cette phrase qui vous a marqué? Alors cette légende, c'est ne même pas pouvoir être seulement seule. En parlant de cette femme sur le dessin. Cette femme qui est assise. Ça veut dire quoi pour vous? Pourquoi ça résonne? Ça résonne parce que c'est aussi Simone de Beauvoir. Voilà, je suis très attachée à la cause des femmes et d'avoir ce temps en tant que femme pour penser à soi, pour penser à sa vie, juste pour être. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Enki Bilal? Enki Bilal, c'est un message... incroyable, il y a l'ASF, donc ça c'est le moyen un peu utilisé, mais c'est aussi ce qu'il raconte. Il y a un aspect géopolitique, c'est l'observation du monde. Ouais, ça c'était à la librairie à Paris, rond-point, c'était il y a 2 ans. Ouais. 2 ans. Ouais. Vous l'avez rencontré donc? Ouais, c'était la première fois. Elle est belle fois. cette photo, hein. Ouais. Très belle. Et qu'est-ce qui se passe au moment où vous le rencontrez? Vous lui dites j'ai envie de faire le même métier que vous? Alors oui, c'est assez amusant parce que j'arrive très en retard. Le train de Marseille a 3 heures de retard, donc je suis rentrée la dernière. La dame me dit après il n'y a plus personne. J'attends un peu, puis je m'ennuie. Alors du coup je fais un croquis. En fait je commence à le dessiner. Et arrivé devant lui, il me dit on finit par une artiste. Alors il me dit je vais voir le croquis, je lui montre. Et il est génial, il est bienveillant. Il me dit c'est bien, faut continuer. Et puis après, on est parti évoquer beaucoup d'autres sujets, notamment politiques, divers et variés. Et voilà, j'aime autant l'œuvre, mais le sens, sa manière de penser, sa manière de voir le monde, en fait, et sa manière de le communiquer. Ouais. Et le dernier album est incroyable, Bug, qui raconte la fin de la technologie. Et on se retrouve du jour au lendemain, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de portable, il n'y a plus d'écran. Et un seul homme contient toutes les informations du monde, y compris les codes nucléaires. Autant vous dire que c'est Wanted. Voilà, donc ça je ne vais pas vous spoiler, achetez les albums. Allez acheter le dernier Enki Bilal. C'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin. Plus je vous regarde et plus je pense à cette série de TF1 qui s'appelle HPI avec Audrey Fleurot. Ouais. Vous allez dans
tous les j'allais dire dans tous les sens, mais avec beaucoup d'acuité, que ce soit la politique, le dessin, vous avez fait de la fiscalité, vous avez fait de l'humanitaire, et vous êtes à l'aise dans tous ces milieux finalement. HPI, ça, pour moi, c'est haut potentiel imaginatif. Oui, vous êtes très créative, ça, pour le coup, ça doit aider. Ça doit être ça. Alors, on va continuer à découvrir notre HPI, Laurence, William, dans un instant, mais juste avant, tiens, on va aller faire une pause. Quoique, une pause active. On parlait de sexualité féminine, on va peut-être parler de sexualité animalière ce matin avec les flamants roses. Exactement. C'est une thématique. On est dans la bonne période pour aller voir les flamands. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en pleine période nuptiale. Donc ils essaient de se séduire les uns les autres, les mâles comme les femelles. Alors moi je vais vous emmener aller faire un petit tour du côté de ces flamands pour essayer de mieux les comprendre. Donc c'est jusqu'au mois de mars. Donc là on est en plein dedans. Alors vous allez me dire, ils sont pas là, c'est des oiseaux migrateurs, les flamants roses. Eh ben non, en fait, ils sont migrateurs, bien sûr, mais ils ne partent pas tous dans les pays chauds. Et il y en a qui résistent plus au froid. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y en a qui sont plus fainéants, quand il y a les humains. Donc il y en a qui font leur valise et qui font le grand voyage. Et il y en a qui, non, mais en fait, ils préfèrent avoir froid. Ouais, on est pas mal en Méditerranée. Et ils ont des spots ici qui sont super bien, ils sont bien installés. Donc en fait, ils éprouvent pas forcément le besoin de partir. Donc ils restent ici. Alors les flamants roses, c'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait comme bruit, un flamant rose ? Allez, on va écouter. On se croirait dans une basse-cour, voilà, on est d'accord. Et c'est vrai qu'il vit en colonie, il vit jamais seul, le flamant rose. Alors, pour une raison, il y a toujours une raison. Dans la nature, les choses ne font pas au hasard. Donc pourquoi est-ce qu'il est toujours en colonie ? Tout simplement parce que ça leur permet d'être plus fort contre les prédateurs quand on est en groupe. Et d'ailleurs, ils se mettent toujours dans le sens du vent, les flamants roses, quand ils dorment. Ils dorment déjà que d'un œil, ils se mettent toujours dans le sens du vent pour pouvoir décoller plus rapidement si jamais il y a un prédateur qui vient les embêter. Alors, ils ont quand même inventé quelque chose de super important pour nous, les humains. C'est les premiers à avoir inventé les crèches parentales. Sérieusement. Donc, on laisse son bébé poussin flamand dans la crèche qui est générée par tous les autres flamants roses. Ça permet de surveiller tous les bébés. Là, on voit un petit flamant rose. Et d'ailleurs, il a la crèche. Vous allez me dire, c'est bizarre, il n'est pas rose. Eh bien non. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rose, ce bébé flamand ? Il n'a pas mangé assez de trucs roses. Et voilà. Alors, il n'a pas mangé assez d'œufs. Et là, vous allez me dire... C'est quoi ? De crevettes, parce que c'est un peu ce qu'on croit toujours. C'est ça, on imagine. Pas des crevettes. Et là non, bien sûr que non, parce que les crevettes déjà, si elles sont pas cuites, elles sont grises et pas roses, donc ça ne marche pas. Et donc le flamand, il mange un petit crustacé minuscule qui s'appelle l'Artemia salina et qui lui donne sa couleur rose. Donc plus il en mange et plus il est rose. Là on le voit en train de fouiller la vase avec son bec filtrant pour récupérer sa nourriture au fond de la vase. Alors, je voulais vous proposer un petit exercice. Est-ce que vous avez envie, avec moi, de faire la parade amoureuse, la parade nuptiale du flamant ? Mais oui. Alors, je vous propose un petit exercice très simple. Vous allez pouvoir le faire chez vous aussi pour apprendre à séduire un flamant rose. Ça peut servir dans la vie, on ne sait jamais. Vous êtes en Camargue, dans les Salins, vous avez envie de séduire un flamant rose. Qu'est-ce qu'on fait ? On étend ses ailes déjà, parce que l'objectif, c'est de montrer son rose. Voilà. Ah, il faut montrer un maximum de et le rose, il est beaucoup sous les ailes. Donc vous aviez prévu le coup, nous, on est... Voilà, on est un peu recalés, Carole. Complètement beaucoup trop noir, voilà, pas assez rose. Donc on étend ses ailes, on lève le bec en l'air, et alors là, il va falloir s'agiter dans tous les sens. Donc on bouge la tête de gauche à droite, et on referme et on ouvre les ailes le plus possible. Voilà, un petit cours d'aérobic là pour plaire le plus possible, pour montrer ses ailes. Et quand on est au top, on fait même une révérence, parce qu'ils font même ça, les flamants roses, ils font une révérence. Incroyable. Voilà, vous pouvez observer ça, donc c'est vraiment un petit moment magique à observer en ce moment. Alors vous allez me dire où observer les flamants roses en cette période. En Camargue, évidemment. Vous avez le parc ornithologique de Pont-de-Gau, Sainte-Marie-de-la-Mer, qui est un parc, tu le connais, qui est absolument... pour Noël, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous avez pris les barques aussi pour aller sur le... Non, juste à pied. On peut faire 7 km à pied et on voit tellement de flamands. Et ce qui est bon à savoir, c'est que les flamants roses sont en liberté, juste ils sont bien ici, donc ils reviennent chaque année. Donc c'est pas du tout un parc fermé, c'est les flamants roses qui eux-mêmes décident de venir. Ça nous plaît. Un petit coin de paradis aussi, ça c'est chez moi, c'est à Hyères, la route de l'Almanar. Vous avez aussi tous les flamants roses, c'est magnifique. Voilà. D'accord. Merci. Allez voir les flamants roses. Et la période nuptiale, c'est en ce moment. Et regardez, dès qu'elle a 5 secondes, elle se met à dessiner notre dessinatrice Laurence. Alors ça donne ça, on va la montrer à Amélie ici. Donc ça c'est
c'est le petit croquis, hein, c'est le crowbar de Laurence, qui est prof de dessin aussi. On va y revenir, hein, vous donner des cours de dessin. Vous allez peut-être nous donner quelques techniques pour dessiner vite. Oui, ça j'aimerais bien. Je ne sais pas du tout dessiner, on va me croire. Mais il paraît que c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai, hein, on va voir ça. Carole, on se régale avec un dessert. Avec un dessert. Donc vous aussi, ce week-end, vous avez des invités, vous avez prévu un repas, c'est l'hiver, une daube ou quoi, que vous avez besoin d'un petit dessert très léger, frais, très rafraîchissant. Après la raclette. Et très facile à faire. C'est ce carpaccio d'ananas. Les ingrédients, je les ai devant moi, ils sont très simples, il n'y en a pas beaucoup. Je voulais juste préciser, l'ananas, celui-là, vient de l'île de la Réunion. Ananas Victoria, on en trouve chez les primeurs. Bon, alors, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus chers que ceux qui viennent du Costa Rica ou d'Afrique, qui coûtent 3 € pièce, mais ils sont pleins de pesticides. Celui-là, eh bien, c'est la filière française, île de la Réunion. C'est bio. C'est bio et c'est surtout un délice, ça n'a rien à voir. On mange l'ananas entièrement, il n'y a pas de tronc un peu dur. Oui. Bon, voilà. Sauf l'écorce, bien sûr. L'écorce, mais bien sûr, Eric. Ensuite, on gratte un peu au fond de la gorge. Alors, on va associer cet ananas à de la menthe fraîche que je vais préparer en pesto avec du sucre, du citron vert et du rhum. J'espère que vous n'avez rien contre le rhum, Laurence, parce que pendant que je vais vous... Alors attendez, voilà, je le laisse ici. Voilà, ça donne un petit carpaccio comme ça qu'on peut servir en petite verrine, très chic. Ou alors, là, donc je vais le faire goûter à Laurence. Pendant que je vous montre en cuisine... Ah, vous n'aimez pas le rhum? Si, mais pas ça. Ah, d'accord, ok. Oh, mais c'est léger. Alors, je reviens dans le boulot, je suis très fatiguée, vous savez. Alors, regardez. Donc là, l'ananas, je l'ai pelé. Ensuite, on va le détailler en lamelles dans le sens de la longueur. Et ça fait comme de la dentelle. Ça, c'est vraiment l'ananas Victoria. C'est d'une délicatesse. Mais oui, on l'a. Donc, quand je disais que l'ananas est un petit peu plus cher que les autres, et quand vous faites un carpaccio avec un ananas, vous pouvez faire au moins 6 assiettes. 6 personnes. Donc, si ça coûte 6 € pièce, ça va. On peut quand même faire un dessert très, très délicat. Donc, une fois que vous avez mis vos lamelles d'ananas au fond de l'assiette, vous allez arroser d'un filet, un petit peu de jus de citron, un petit peu de rhum. Alors, vous voyez, comme j'étale le rhum avec un pinceau pour y aller délicatement. Et ensuite, pour mettre un petit peu de décoration et aussi du goût, je vais zester les citrons verts. Alors, citron vert et pas citron jaune, j'insiste, parce que le citron vert est beaucoup plus doux et il se mélange très bien avec l'ananas et la menthe que je vais rajouter après. Donc, zeste de citron vert. Et puis là, dans ce mortier, je vais préparer un pesto de menthe fraîche, comme on le ferait avec du basilic. Voilà, tout simplement. On va prendre quelques feuilles de menthe, un peu de cassonade ou de sucre de votre choix. Là, j'émince un petit peu les feuilles pour gagner du temps. Alors, on peut bien sûr le faire aussi dans un robot mixeur, hein, mais si vous avez un mortier avec un pilon à la maison, je vous assure que ça se fait très facilement. On l'écrase comme ça, sucre, cassonade, feuilles de menthe fraîche, et en quelques minutes, on va obtenir une pâte, hein, comme un pesto de basilic. Et ce pesto de menthe fraîche, eh bien, vous le déposez en dernière petite couche, comme ça, en petit tas, sur votre ananas. Et je vous assure que c'est rien à faire. Non. C'est simple. Mais c'est super bon. Hey, Carole. Eric a tout mangé. Ah, Eric a tout mangé. Donc, pendant qu'on voit les images, il n'y a plus rien dans l'assiette. Ça met en valeur l'ananas, juste la menthe fraîche avec un peu de rhum, du citron vert. Voilà, il fallait y penser, mais à faire quand vous avez des invités, vous allez voir, vous allez les épater. À préparer à l'avance, ça, c'est rien du tout. C'est 10 minutes de préparation. C'est un vrai régal. C'est excellent. Bon, ben, voilà. Pas besoin de lave-vaisselle. Hein. Enfin, personnellement, moi, c'est tout terminé. Même de bon matin. Mais voilà. Bon coup de fourchette aussi, Laurence. Bon, mais ça passe bien de bon matin aussi. Et Laurence a un autre dessin déjà, voilà, en 3 minutes chrono. Donc on est sur l'ananas Victoria. Ah ouais, j'adore. Ce fruit, il est tellement beau, tellement beau. Bravo. Laurence, il y a une personne qui compte beaucoup dans votre enfance, c'est Mamie qu'on va voir. Vous dessinez beaucoup pour Mamie? Oui, alors Mamie, c'est... elle m'encourage sur le dessin et souvent je lui offre des fleurs. L'hiver, il n'y en a plus, forcément. Et du coup, l'hiver, je lui dessine, en fait. Ouais. Voilà, c'était ma manière de lui offrir mes fleurs. Le bouquet sur papier. C'est ça. Ça s'apprend, le dessin. Alors, on va justement parler de ces cours que vous donnez sur la Côte Bleue. Il y a des techniques pour arriver, si, comme Carole ou moi, on ne se sent pas terrible en dessin. Ouais. Bon, Ambre est une véritable artiste, donc
Mais alors, je rêverais de faire ce métier. Hein. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde, dessinateur. Je trouve ça merveilleux. Vous arrivez à transmettre ça les métiers sont beaux, vraiment. À des enfants, par exemple? Alors moi, je leur demande simplement, qu'est-ce que tu connais comme forme? Bon, il y en a 3. Hein. On part du rond. Il y a le carré. Et puis il y a le triangle. Jusque-là, ça va. Jusqu'à-là, ça va. Là, on est sur Squid Game, voilà. pour ceux qui connaissent la série. Exactement. Les concepteurs, si vous savez faire ça, vous les portez en 3D et vous pouvez tout dessiner. Voilà. À partir de ça... Tout est géométrique. Bon, ben on va essayer de s'accrocher. Quels sont les projets? Vous m'avez parlé d'un roman. Alors c'est quoi? C'est à mi-chemin entre la BD et le roman? C'est ça. L'idée, la bande dessinée, ça inclut effectivement tous les genres, la BD franco-belge, le comics américain, le manga, évidemment, qui vient des estampes quand même, juste pour le replacer. Et puis le roman graphique, c'est arrivé un peu plus tardivement. Alors moi, je pense à... Et là, peut-être qu'il regardera Philippe Druyet, si tu me regardes, que j'ai eu la chance de rencontrer. Pour vous éditer? Non. Pour ses 80 ans au mois de juin, à la Galerie Barbier, qui est une galerie formidable qui expose Enki. Et du coup, voilà, c'est que des gens comme ça qui me portent. S'ils me regardent, je le salue. Pour une je le exposition remercie. future, une exposition prochaine à Salon de Provence aussi pour vous, on le disait au démarrage de l'émission. Merci encore de nous avoir accompagnés ce matin. Bravo pour ces changements de vie qui vous vont si bien et qui nous ont fait du bien aussi ce matin. Salut Carole, merci beaucoup, à demain et salut Ambre. Salut Eric, on continue à s'entraîner. À demain 10h. C'est vous qui êtes formidable. Je vous renvoie le compliment. Merci beaucoup.